Europe 1. Le journal de 8h sur Europe 1. Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Un grand moment d'union nationale et de patriotisme. Il y a 81 ans, le 8 mai 1945, la Seconde Guerre mondiale s'achevait en Europe. Le général de Gaulle l'annonçait aux Français à la radio à 15h. La guerre est gagnée. C'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France. L'Allemagne est abattue et elle a signé son désastre. Les mots historiques du général de Gaulle et cette Marseillaise qui va de nouveau résonner aujourd'hui partout en France. À 11h, Emmanuel Macron ravivera la flamme du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe. Ce 8 mai, c'est aussi un symbole de l'amitié franco-américaine. Les soldats américains se sont battus pour la libération. Certains, en France, leur vouent une véritable admiration. L'association WW44 pour World War 44, Guerre mondiale 44 en français, réunit des collectionneurs d'objets d'époque, des jeeps, des uniformes, de quoi reconstituer un véritable camp militaire américain à Lefrancouc, près de Dunkerque. Reportage du correspondant d'Europe 1, Maximilien Carlier. Des haut-parleurs crachent de la musique des années 40. On voit des jeeps vert kaki et des canons datant de la Seconde Guerre mondiale. Un camp militaire américain reconstitué par des passionnés comme Patrice. On se donne quand même un petit peu un devoir de commémoration, on a un devoir d'histoire. Et on veut montrer aux gens, montrer aux jeunes surtout, comment ça se passait à l'époque, comment les gens vivaient, comment les soldats étaient, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils avaient 20 ans. Ils n'étaient pas tous là par plaisir. Pour nous, c'est important de faire ça. Ouais, c'est le 8 mai. La sirène pour prévenir de l'arrivée des convois dans la ville, la libération. Notre but, c'est aussi de véhiculer la paix, insiste Xavier, autre féru de reconstitution historique. Quand vous voyez ce qui se passe en Ukraine, quand vous voyez ce qui se passe dans le golfe d'Ormuz, ça peut arriver chez nous en Europe. On a deux doigts que ça pète, donc il faut communiquer, qu'il y ait de la sagesse, que nos hommes politiques fassent le nécessaire. On est reconnaissant de ce qu'ont fait les Américains à l'époque, poursuit ce passionné, même si les relations entre les deux pays ont bien changé, conclut-il. À Lefrancouc, Maximilien Carlier, Europe 1. L'amitié franco-américaine est cornée en effet notamment par le conflit au Moyen-Orient. Une guerre qui fait toujours l'objet d'un cessez-le-feu selon Donald Trump, malgré des échanges de tirs hier entre Iraniens et Américains, et alors que Téhéran accuse Washington d'avoir violé la trêve. Les États-Unis qui ont annoncé hier relancer les discussions avec l'Ukraine, alors que les tensions entre Moscou et Kiev sont au plus haut. Les Russes ont tenté d'imposer une trêve ce week-end pour commémorer la victoire de 1945. Le président ukrainien accuse ce matin Moscou de n'avoir pas fait la moindre tentative pour la respecter. 850 drones russes auraient attaqué l'Ukraine cette nuit. La Russie assure avoir intercepté pour sa part 264 drones ukrainiens. Et c'est dans ce contexte que la France réarme ses armées. Les députés viennent d'approuver une rallonge budgétaire pour les armées. Oui, 36 milliards d'euros qui viennent s'ajouter aux 400 milliards déjà votés il y a 2 ans et demi pour la période 2024-2030. Objectif, accélérer la transformation des armées car le champ de bataille a évolué. Robots et intelligence artificielle sont désormais de mise. À l'été 2027, la France compte d'ailleurs déployer sa première unité de robots combattants, William Molinier. Nom de code, Pendragon, tête de dragon en celte. Depuis plusieurs mois, industriels et militaires planchent sur une ambition, déployer dès l'année prochaine une unité robotique combattante. Cela serait une première, un défi conceptuel et technologique, explique le colonel Pélabeuf, chef du laboratoire du combat du futur. C'est un ensemble de plateformes roulantes, donc des robots à roues, à chenilles, avec un ensemble de drones, de munitions volantes et de systèmes d'armes capables de manière autonome de remplir une mission face à un ennemi sur le terrain. Autonome grâce à l'intelligence artificielle, mais commandée en tout lieu et en tout temps par les militaires. Il faut que l'intelligence artificielle et l'orchestrateur tactique des effets de l'unité ne puissent pas sortir du cadre espace-temps-effet qui lui est donné et qu'elle ne puisse pas aller chercher des solutions qui en sortent. Donc on garde cette maîtrise-là des effets. Une première démonstration devrait avoir lieu cette année avant un déploiement pour la première fois sur un théâtre d'opération au cours de l'été 2027. William Molinier. Et vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h05. Le MV Ondius, ce navire de croisière où plusieurs cas de hantavirus ont été recensés, est attendu dimanche à Tenerife, dans l'archipel espagnol des Canaries. L'évacuation des quelques 150 passagers et membres d'équipage est prévue en début de semaine prochaine. Les autorités se veulent rassurantes, mais l'inquiétude persiste alors que 2 nouveaux passagers ont été testés positifs hier. Mathis Lang. Oui, annonce faite par l'hôpital néerlandais qui a pris en charge ces 2 évacués. Ils sont placés
en chambre d'isolement. Selon l'Organisation mondiale de la santé, à ce jour, 5 cas d'hantavirus ont été confirmés parmi 8 cas suspects signalés. Un chiffre qui pourrait être revu à la hausse compte tenu de la période d'incubation. Mais lors d'une conférence de presse hier après-midi, l'épidémiologiste Maria Van Kerkhove a tenu à rassurer. Le niveau de risque n'est pas comparable à celui du coronavirus. C'est un virus très différent. Nous savons ce qu'est ce virus. Nous connaissons l'hantavirus depuis un moment. Il y a beaucoup de détails que nous savons, mais je veux être sans équivoque ici. Ce n'est pas le début d'une pandémie de Covid. 5 Français sont à bord du bateau. Ils sont en bonne santé. Dans un communiqué, 2 d'entre eux indiquent qu'il n'y a pas de panique à bord. Par ailleurs, un Français ayant voyagé en avion avec un cas confirmé de virus a été placé à l'isolement après l'apparition de symptômes bénins. Mathis Lang. Un anniversaire heureux au Vatican. Ce jour, le pape Léon XIV souffle sa première bougie à la tête de l'Église catholique. Élu, on s'en souvient, en 24 heures après seulement 4 tours de vote, le 267e pape se démarque de son prédécesseur François par sa discrétion et sa pondération. Un Saint-Père en quête d'unité et de paix, son mot d'ordre dès son élection l'an dernier, Frédéric Michel. A tutti i popoli, à tous les a peuples, tutta la terra, à toute la terre. La pace sia con voi. La paix soit avec vous. La paix avant tout, ce message, Léon XIV n'a pas cessé de le répéter depuis sa première apparition à la loggia centrale de la basilique Saint-Pierre, devant une foule en liesse. C'est une date dans l'histoire que je ne vais jamais oublier. C'est une fête, une grande fête, c'est heureux pour notre Église. C'est vraiment une belle émotion. En marchant dans les pas du pape François, Léon XIV s'inscrit dans la continuité, mais avec un style bien à lui. Michael Kor est correspondant au Vatican pour le journal La Croix. Moins un pape du geste flamboyant, beaucoup plus un pape qui est dans la retenue, qui est revenu à certains éléments plus traditionnels. Il est ainsi apparu au monde entier portant la mosette, cette petite cape rouge, affichant aussi dans ses choix une pondération. Léon XIV a autorisé un pèlerinage LGBT dans le cadre du jubilé. Et quelques semaines après, il a autorisé à la basilique Saint-Pierre une messe traditionnaliste. Ça raconte assez bien le personnage. En tout cas, sur les questions de tradition comme sur des questions très progressistes, Léon s'autorise à rencontrer tout le monde. Unifier l'Église en écoutant tous ses courants, c'est l'ambition affichée de Léon XIV. Frédéric Michel, Léon XIV qui célèbre cet anniversaire à Pompéi aujourd'hui. Il est attendu ce matin au sanctuaire de la Vierge du Rosaire, non loin des ruines de la ville romaine engloutie par le Vésuve. Les sports en football, les supporters du PSG n'ont plus qu'une date en tête, le 30 mai prochain. Et oui, date de la finale de la Ligue des Champions entre les Parisiens et les Anglais d'Arsenal. Ce sera à Budapest en Hongrie. Si vous restez à la maison, le match est à suivre à 18h sur Canal+. Et puis la finale de la Ligue Conférence, ce sera le 27 mai à Leipzig, mais sans Strasbourg qui a été éliminé hier soir 1-0 en demi-finale retour face au Rayo Vallecano. Les Espagnols affronteront donc en finale les Anglais de Crystal Palace. Et puis foot toujours, je vous rappelle la question du jour sur le site et l'appli Europe 1 après les violences de mercredi en marge du match du Paris Saint-Germain. Est-ce qu'il faut autoriser des fan zones à Paris pour cette finale? Vous répondez dès maintenant. Merci beaucoup Fanny Marceau, c'était votre journal. Dans un instant, le ministre des Transports